Voilà, bonsoir à tous. C'est une question fondamentale qui sera développée tout au long de cette émission. La compétition pour la Team Cameroun aux Jeux Olympiques est donc catastrophique jusqu'ici. Notre délégation se résume à 21 éliminations sur les 24 athlètes qui participent aux Jeux du côté du Brésil à Rio. Suffisant donc pour nous de se demander si cela est toujours nécessaire de participer à cette grande compétition. Et puis le plan de résistance va donc porter sur les championnats occidentaux avec le Mercato et bien sûr qui est toujours en cours qui est toujours en cours jusqu'au 31 août 2016. Mais cette question fondamentale, comment s'y prendre au cours de cette période de transfert? Nous allons voir tout cela avec nos invités en plateau. Pierre-Laurent Tamo, qui est consultant sportif et spécialiste des questions de la Ligue de football professionnelle, et Noé Richepin, qui est rédacteur en chef du magazine Europe Afrique Football, et bien sûr Pierre, j'ai failli dire Bertrand, donc, qui sera avec nous en direct depuis la Turquie. Et avec tous ces invités, nous allons donc analyser les différentes questions qui ont été posées qui seront posées tout au long de cette émission. Nous vous retrouvons juste après cette transition. Voilà, rebonsoir et merci encore d'être sur votre petit écran. Alors, allons-y une fois de plus découvrir donc nos invités en donnant à chacun d'entre eux sa première prise de parole. On va commencer par le spécialiste des questions de la Ligue de foot, Pierre-Laurent Tamo. Merci encore d'être parmi nous ce jour. Bonjour, bonsoir Pierre. Bonsoir Michel, bonsoir aux téléspectateurs et merci de m'avoir invité une fois de plus. Voilà, alors en face de Pierre-Laurent Tamo, Noé Richepin, je l'ai présenté, rédacteur en chef du magazine Europe Afrique Football. Bonsoir Noé. Bonsoir Michel Ateba et merci d'avoir bien prononcé cette fois-ci. Tout à fait. Parce qu'on a failli se heurter à un quiproquo, mais ça va. D'accord, d'accord. Alors, en direct donc depuis, je crois, c'est en Turquie, hein, voilà, j'ai failli dire Bertrand Ndong, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci bonsoir, donc Bertrand d'être avec nous. Vous avez passé une bonne fête d'Assomption. Débattre d'espace de la question sur le Mercato en deuxième partie, c'est le pas de résistance, je l'ai dit. On va commencer donc ici en plateau avec deux petits sujets d'actualité. Alors Pierre, Laurent, on va commencer par le tout premier. C'est cette information que nous apprenons à l'instant, la démission, on va le dire ainsi, de la présidente de la Dynamo Sportive de Douala, mais une démission qui coïncide avec on va dire une situation qui n'est pas reluisante au sein de cette formation. Vous le savez tous, l'équipe de la Dynamo a fait un accident de route il y a de cela quelques semaines. Et aux dernières nouvelles, il y a l'entraîneur de gagner des buts qui serait entre la vie et la mort à la garnison militaire de Douala. Et ça coïncide avec le départ de la présidente. Est-ce qu'on peut lier ou alors relier ces deux sujets? Ben, Michel, je ne suis pas un spécialiste de la Dynamo. Mais je pense que si Dinelli jette l'éponge aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'est pas soutenue. Donc, ça n'a pas, à mon avis, rien à voir avec l'incident malheureux que nous déplorons tous. Et nous prions tous les jours pour les vieux qui ont été touchés par l'accident pour qu'ils se remettent au plus vite. Mais ce n'est pas évident. Je crois que le départ de Dinelli traduit surtout un certain malaise, en fait. Je crois que depuis, on avait le sentiment qu'elle ne devait pas être là. Maintenant, elle a fait une lettre au président du conseil d'administration, à la personne de Hervé Manuel-Combe, pour dire mais l'équipe. Donc, à compter d'aujourd'hui. Président du comité des sages. Voilà. C'est encore mieux comme ça. Voilà. À partir d'aujourd'hui, d'autres personnes vont assumer. Maintenant, on attend voir. Ce que je redoute surtout, c'est que Dynamo n'est pas très bien en championnat. Oui. Il est à 7 points du premier non relégable. Tout à fait. Et je crains que 4 journées de la fin du championnat, je crois. De la fin, ça se complique. Il faut donc qu'on sauve cette équipe mythique. Et ça est surtout les efforts de Dinelli qu'il avait quand même conduit au port de la Ligue 1. D'accord. Alors Noé, vraiment, nous sommes tous désolés, mais sauf que les questions ne peuvent pas, on ne peut s'empêcher de les poser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Dinali laisse un bateau en pleine mer qui est en train de tanguer pratiquement. Ça va être encore plus compliqué. L'équipe ne se porte pas bien sur le plan financier, sur le plan sportif. Et là, elle quitte la barre. C'est très très difficile pour le club. Il fallait s'y attendre. Je pense que tel que Kevin le dit, Dynamo est un grand malade. C'est une équipe qui, depuis 2 décennies environ, n'est plus la Dynamo qu'on a connue. Et vous savez que c'est mon club de cœur. Donc, je suis autant sidéré que vous et les téléspectateurs d'apprendre cette démission de Dinali, qui intervient, ma foi, dans un contexte très difficile pour ce club-là. Maintenant, quand on parle de relégation, quand on croit à ce qu'elle avait comme projet et que depuis qu'elle a été là... avait-elle vraiment? Mais j'en arrive, c'est pourquoi je dis qu'elle n'a jamais eu les moyens de sa politique. Son rêve était grand, mais les moyens étaient inexistants. Et vous savez, la Dynamo a son microcosme sur lequel, ou alors tout autour duquel il a toujours fonctionné. C'est un club très difficile à gérer. Il y a des situations parfois et inédite que les gens ont dû subir quand on est à la tête de la Dynamo. Et aujourd'hui, ce n'est pas que des financiers peuvent véritablement manquer à cette équipe, mais malheureusement, comment les réunir, comment faire en sorte de les faire tous s'asseoir ensemble, parce qu'il y a tellement de dissonances, il y a tellement de conflits, il y a tellement de... Comment puis-je dire? Il y a tellement de voix qui s'élèvent quand il s'agit de la Dynamo, mais qu'on ne parvient pas à réunir. Et tout cela crée beaucoup d'amalgame. Aujourd'hui, on parle d'Hervé Manuel Kom en tant que président du comité des sages. N'oubliez pas qu'il a été président de ce club. Il n'a pas pu le gérer. Il n'a pas pu le gérer. Les Logan ont été présidents de ce club. On connaît les difficultés qu'ils ont eues. Donc, moi, en fait, quand on remettait le pouvoir à Dinali, on s'est dit c'est une dame. Peut-être avec elle, la situation serait apaisée, que non. Alors nous posons-nous vraiment, avant de retrouver Bertrand rapidement, une dernière question peut-être pour vous sur la question, Dynamo va-t-il survivre? Dynamo a toujours survécu. Parce que là on a peur que l'équipe ne termine même, n'est-ce pas, ce championnat. L'équipe est pratiquement à genoux en plein mer. Dynamo a toujours survécu, mais en même temps, posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait que Dynamo puisse encore survivre? D'accord. Moi, je pense que c'est la question à se poser. Très bien. Bertrand, donc, ça doit être difficile. Ça doit être difficile. C'est vrai, vous êtes très loin en Turquie, mais nous savons que vous suivez très parfaitement le championnat camerounais, la Ligue 2. Alors, pourquoi est-ce que Dynamo devrait-il continuer à survivre? C'est la question qu'on vous pose. Oh, je trouve que c'est un peu compliqué avec la nouvelle présidente Dinali. Depuis l'année passée, Dynamo ne va pas très bien. Ils ont pas mal de problèmes de structure. C'est vraiment ce qui se passe dans le football camerounais actuellement. C'est un peu compliqué, ces équipes mythiques, avec le comité des sages, avec le comité directeur, avec quelqu'un qui doit être là pour diriger et financer. Donc, c'est un peu trop compliqué pour elle. Elle qui n'était peut-être pas dans, je voudrais dire, dans le football peut-être activement avant. Quand elle vient dans une équipe mythique qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de gens derrière, et ça devient un peu compliqué. Et surtout, moi, je pense plutôt que ces accidents, là où on l'accuse, on entend pas mal de choses qui ne sont pas assez catholiques. Bon, je me dis peut-être qu'elle en a marre et puis elle veut essayer d'aller se faire d'abord une santé morale et voir pour plus tard. Voilà, la Dynamo de Douala, dur. Alors, un autre club qui ne se porte pas bien. Avant donc de vous faire dire un mot sur ce club-là, il s'agit du Canon Sportif de Yaoundé, dont l'entraîneur principal a jeté carrément l'éponge. Décidément, c'est un peu la mode de la démission. Joseph Atangana a donc quitté le navire ce jour à Yaoundé. Dit-il, il est exacerbé par tout ce qui se passe au sein de la formation. Les joueurs n'ont pas de salaire, lui-même il n'a pas de salaire, il est obligé de mettre son carburant pour se déplacer et même pour aller aux entraînements. Alors l'entraîneur a dit non à cela, il a donc jeté l'éponge ce jour, alors que le Canon se trouve pratiquement, même pas pratiquement, le Canon se trouve au niveau de la zone de relégation. On va suivre cet élément juste derrière, on revient de la parole à nos experts en plateau et puis on va entrer sur dans la première thématique de cette émission. À tout de suite. Avec 32 points et après sa défaite dimanche contre Dragon de Yaoundé, la formation du Canon sportif est désormais dans la zone de relégation.
L'équipe de Ngondongo, pourtant tout feu tout flamme en Coupe du Cameroun de football, s'amuse à perdre les points en championnat et à 4 journées seulement de la fin de celui-ci. Comme le canon Botafogo de Douala, le club du littoral, en cas de défaite à la 31e journée, va dire adieu à la Ligue 1. Battu hier dimanche par le leader UMR de Loum 3-1, Botafogo ne tient plus que sur un fil. Pour ce qui est de la lanterne rouge Cosmos du Mbam, les carottes sont cuites. Sauf aux décisions, le club du centre a déjà les 2 pieds en Ligue 2, moins de 3 ans après sa montée. En revanche, apogée d'un fou grâce à sa énième victoire spectaculaire 4-0 devant Cosmos du Mbam, fait un bond et est classé 15e avec 33 points. Mais tout comme Panther, 34 points, Lion blessé, 36 points, Dragon de Yaoundé, 36 points, et Ding et Mamoutos de Moulaki compte 38 points. Aucun n'a encore franchi la barre de 40 points, synonyme d'abri, tout le contraire de l'As de Douala, Racine de Bafoussam, New Star et Aigle dont le maintien est presque acquis. Unisport de Bafang, Union Sportive de Douala, Yon Sport Academy, Coton FC et UMR de Loum luttent pour la première place, les 2 premières réservées à la Champions League africaine. Voilà le canon sportif de Yaoundé. Alors, Pierre-Laurent Tamo, décidément, on se pose pas mal de questions. C'est vrai, vous n'aimez pas la polémique, mais on est malheureusement obligé de vous poser cette question. Ça ne va pas à la Dynamo Club Mythique. Le canon également, qui est à la zone de relégation, 16e sur 18. Le canon va descendre si elle continue, si l'équipe continue à perdre des rencontres. Et là, l'entraîneur qui décide également de jeter l'éponge. Le canon également risque de descendre. Ben, c'est la réalité du football. Bon, maintenant, je peux comprendre que l'un des arguments de campagne, c'était qu'aucun club n'allait descendre. Donc, on n'en est pas encore là. Si c'est le cas, je pense que le canon ne descendra pas. C'est déjà arrivé de voir qu'on joue un championnat et qu'à la fin personne ne descend. Ouais. Ce qui est malheureusement dommageable pour la qualité de la compétition. Nous disons quand même pas que le foot, encore quand il est professionnel, c'est le principe de promotion et de relégation sont des valeurs essentielles. Tout à fait. Si Canon est avant-dernier et parmi les relégables, le Canon doit normalement descendre. Il est hors de question de maintenir le canon par décret. D'accord. À moins 4 journées, Noé Richepin, le canon est 16e relégable déjà, l'entraîneur qui quitte le navire. Alors, j'ai personnellement recoupé cette information, il faut quand même qu'on le dise. Au canon de sportif de Yaoundé, les joueurs ne savent pas ce qu'on appelle salaire, encore moins l'entraîneur. Face donc à tout ceci, eh bien, Joseph Atangana a donc décidé de claquer la porte parce qu'il aurait craqué. Alors, Noé Richepin, c'est difficile pour le canon, hein? Non, mais moi je crois que Joseph Atangana a été assez courageux pour résister jusqu'à moins de 34e, à moins de 4 journées de la fin. Ouais, donc, et maintenant, vous vous rappelez, au tout début, la Ligue professionnelle a eu du mal à savoir déjà quel canon affilié. On avait 3 parties qui se disputaient ce droit-là. Et tout récemment, moi je l'ai dit à quelqu'un qu'au sorti... Même à l'élection, hein, oui, effectivement, qu'au sorti de l'élection à la Ligue, il va encore se poser un problème canon. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est avec acuité que cela se révèle au grand jour. Bon, pour ceux qui suivent ce club quotidiennement, je crois que ce n'est pas une surprise. Joseph Atangana a fait de son mieux. Il a essayé de porter l'équipe le plus loin possible. Ça n'a pas été parce que vous savez, quand vous gagnez, il y a encore le moral. Mais quand vous vous mettez à perdre et que derrière et qu'il n'y ait aucun soutien, ce n'est pas possible. Et je crois que comme la Dynamo, moi je me pose la question, quelle est l'importance à vouloir absolument que ces clubs soient maintenus dans l'élite? Parce que Pierre, qui est là, qui est spécialiste des questions de football professionnel, sait bien qu'en France, il faut garantir un certain minimum pour jouer sur les professionnels. Donc oui, effectivement, donc, je ne sais pas pourquoi à chaque fois on se retrouve dans les mêmes méandres et à croire que le miracle va s'opposer. Très bien. Alors, Bertrand Ndong, je mets à votre disposition ces éléments. Le canon, les joueurs ne savent pas ce que c'est que le salaire. Le président qui tire le diable par la queue, les joueurs avant d'aller jouer une rencontre sont obligés de passer chez le président, manger chez lui. L'entraîneur n'a pas de salaire. Alors, est-ce que tout ceci n'était pas de nature à on va dire quoi, déstabiliser le canon ou alors à fragiliser davantage le canon aujourd'hui
l'entraîneur Atangana a démissionné, laissant le club à la 16e position, donc relégable au cas où le championnat venait, n'est-ce pas, à s'arrêter à ce niveau de la compétition. Oui, ce que moi je voudrais vous dire, Michel, c'est qu'il reste 4 journées. Le Canon, c'est une grande équipe. On se dit peut-être ils vont essayer de se réunir pour gagner les 4 journées et se maintenir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment la gestion qui est calamiteuse. Ah ouais. Moi, je pensais qu'au début de la saison, quand on a nommé un spécialiste et surtout quelqu'un qui connaît bien le football comme Denis Atana, Jules Denis, il allait venir avec un certain Hauno dans la chose. Je sais qu'il a amené peut-être des idées, mais qui n'ont peut-être pas été, Il n'y a pas d'argent. disons, bien exploitées. Donc, le Canon est revenu dans ses problèmes habituels, dans son train-train quotidien, là où, au lieu de financer plus le football, on finance plutôt des gens qui sont assis au quartier. C'est peut-être pour ça que cela va mal ainsi. Donc, c'est vraiment déplorable pour un club mythique comme le Canon de toujours être depuis un bon bout de temps à ce rang de 16e, toujours en train de se maintenir d'une façon ou d'une autre. Bon, on ne peut que faire avec et on va essayer de voir s'ils peuvent se rencontrer et trouver une solution idoine pour que le Canon se maintienne. Parce que moi, je ne suis pas pour que le Canon descende parce que ce n'est pas une solution. Pour que le Canon se maintienne et qu'il mette réellement une politique de promotion réelle pour le Canon, pour que le Canon puisse toujours être le club mythique que nous le connaissons. D'accord, on espère que le Canon va se maintenir. Il reste 4 journées, messieurs. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, n'est-ce pas, de la Ligue. Je vais vous proposer de regarder cet élément qui revient sur le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Juste après, nous allons parler, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques. Et après, nous prenons le plan de résistance qui concerne le mercato. D'abord, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, tenu la semaine dernière à Yaoundé. 4 autres commissions ad hoc ont vu le jour. Les stratégies, l'éthique et la déontologie, les passations des marchés et la commission des règlements de conflits. Autre grande décision, l'organisation des séances de formation, des arbitres mis à la disposition de la Ligue de football professionnel du Cameroun par la FECAFOOT. En d'autres mots, la Ligue va former les arbitres qui officient dans son championnat. Désormais, il y a aussi le protocole d'un accord entre la Ligue et la direction technique nationale pour la mise en niveau technique des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Mais la résolution phare est le 7e point. Le conseil d'administration recommande à la Ligue de football d'entrer en contact avec la FECAFOOT à l'effet de savoir la destination des faits de licences censés contribuer à l'amélioration de l'assurance des joueurs professionnels. En clair, la Ligue voudrait avoir sa quote-part qu'elle va reverser au club sur la forme de l'assurance en cas d'incident et d'accident. À titre illustratif, le récent cas d'accident des joueurs de la Dynamo de Douala, où la FECAFOOT n'a pas levé le petit doigt, et pourtant, dans les faits de licence revus à la hausse, l'assurance des joueurs est prise en compte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le conseil. Pierre, peut-être avec votre permission, vous dites un mot sur ce conseil d'administration en tant que spécialiste des questions de la Ligue de football professionnel. Ça va, l'élément, ça vous va? Le conseil d'administration que nous avons vécu tout à l'heure là en image? Le conseil d'administration, c'est un organe de gestion ordinaire. Donc, une réunion du conseil d'administration n'a rien d'extraordinaire en quelque sorte. Même si ce conseil-là était extraordinaire. Hein? Oui, c'est des qualificatifs, mais on va dire que conformément à la loi, le conseil d'administration doit saisir au moins 4 fois par an. Donc là, on en a un, il y en aura peut-être d'autres. Mais ce qui est, à mon avis, beaucoup plus important à mes yeux, c'est qu'il faut véritablement qu'on mette les bases de notre football professionnel. Je crois que jusqu'à présent, on en est encore très loin. Donc, on va peut-être faire d'autres conseils, mais tant qu'on n'attaquera pas les véritables problèmes qui minent le football camerounais pour faire en sorte qu'ils deviennent professionnels, cette journée, on a 2 démissions, que ce soit l'entraîneur de Canon ou le président de Dynamo.
ça traduit un certain malaise, ça traduit surtout un déficit au niveau de la gestion des clubs. C'est bien les conseils de la Ligue. J'aimerais aussi qu'on ait l'Assemblée générale de la Ligue. Tout à fait. Et là, on aura tous les présidents qui poseront les problèmes dans la globalité et non ceux qu'on aura triés sur le volet. D'accord. Parlant justement du conseil d'administration, il faut qu'on rappelle que les présidents qui étaient présents, seuls les présidents de la liste générale, en fait, seule la liste générale c'est dingue puisque c'était un conseil d'administration qui concernait la Ligue et le nouveau bureau élu, vivement donc l'Assemblée générale telle que le demande Pierre-Laurent Tamo. On espère d'ailleurs que cette Assemblée générale ne saurait tarder. Alors rapidement, on va parler des Jeux olympiques, messieurs, avant de parler, n'est-ce pas, avant de revenir sur le plan de résistance. Noé Richepin, les Jeux olympiques se déroulent du côté de Rio depuis quelques semaines seulement. Alors, l'information majeure concernant le Cameroun est que jusqu'à présent, la team olympique, la Cameroun Olympic Team n'a encore engrangé aucune médaille. Je me suis amusé à aller chercher la position du Cameroun dans tous les réseaux sociaux. Le Cameroun est non classé. Non classé, ça veut dire qu'on n'arrive pas à retrouver le classement du Cameroun. Noé Richepin, ça peut faire rigoler, mais ça devrait en principe faire pleurer, non? Ben, ça fait pleurer. Mais maintenant, comme on aime souvent à se le dire au quartier, entre guillemets, il faut savoir ce qui n'a pas marché. Donc ici, je crois que pour nous qui sommes tout autour de ces athlètes-là quotidiennement, nous savons bien que la préparation a été bâclée. Nous savons qu'en 2012, après les Jeux de Londres, il avait été question de mettre sur pied toute une commission et bien entendu toute une organisation qui devait préparer les Jeux de Rio en 2016. Malheureusement, le programme n'a pas suivi. Donc, vous conviendrez avec moi que on ne pouvait s'attendre à autre chose. Maintenant, si les fonds sont débloqués à une semaine du départ des athlètes aux Jeux, ou alors d'aucuns ont 2 semaines avant de préparation, mais dans quelle salle? Moi, j'ai vu des photos où certains athlètes se préparaient à l'hôtel du Plateau et Essos dans ce qu'on appelle une salle sauvage d'entraînement. Donc, où vous trouvez quelques athlètes. En fait, on va gagner des médailles. Vous voyez, il y a des athlètes dans ces Jeux qui se sont préparés 4 ans durant pour venir glaner quelque chose. Vous ne pouvez pas arriver et tout hasard, vous croyez que non, vous aurez un métal précieux. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore intégré la gagne dans nos têtes pour ces Jeux. Très bien. Alors, Bertrand, les raisons sont là. Elles ont d'ailleurs commencé à être évoquées par Noé Richepin, les raisons de la débâcle. Maintenant, peut-être la question fondamentale également, c'est comment faire pour, n'est-ce pas, corriger le tir dans les années à venir. Ou alors on devrait ne plus continuer à participer à cette compétition, Bertrand donc. Oui, Michel, moi je ne suis pas pour que le Cameroun ne participe pas. Le Cameroun doit toujours participer. Ce qu'on doit comprendre, c'est la gestion des hommes que nous avons, c'est disons, les athlètes que nous avons, nous devons les préparer. C'est comme nous l'a dit, c'est en 4 ans qu'on prépare les Jeux Olympiques. Vous ne pouvez pas vous lever un matin avec ce que nous voyons ici à l'extérieur. Vous pensez que vous allez battre quelqu'un qui s'est préparé pendant 3 ans d'affilée et dans de très bonnes conditions. Donc, le problème du sport camerounais, c'est juste au niveau de la préparation et surtout du casting. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça. Il faut choisir des gens qui peuvent amener des médailles comme à l'époque et surtout oublier que ce qui se passait dans les années 90 peut encore se répéter dans ces années 2016, là où tout est déjà à la pointe de la technologie. Donc, les gens doivent essayer de changer de SIM card et de se renouveler, de comprendre qu'il faut une préparation idoine pour une compétition de très haut niveau comme les Jeux Olympiques. Voilà, merci Pierre Laurent. Alors 2012, nous sommes pratiquement aux dernières places en priant à la régie de bien vouloir nous donner la thématique de cette première partie, je vous en prie. 2012, nous sommes donc pratiquement derniers. 2016, nous sommes également derniers. Sur les 24 athlètes, 21 ont été effacés de la compétition, Pierre Laurent. Décidément, peut-être qu'on n'apprend pas assez de nos erreurs passées, c'est ça? Ben, on va plutôt dire que le Cameroun fait
la déclaration de Pierre de Coubertin qui disait l'essentiel c'est de participer. Et pour l'instant, quand on regarde les résultats, on a le sentiment qu'on se contente davantage de participer, mais pouvait-il en être autrement? Par le passé, si nous avons pu avoir des médailles d'or à ce niveau, c'est peut-être parce qu'on avait des athlètes hors normes, capables de se transcender dans des situations les plus compliquées. 2008 avec Françoise Bango, par exemple. Naturellement, mais malheureusement, Françoise Bango, c'est une fois par siècle. Hein. Vous ne les aurez pas à chaque édition. Elle a eu ça, je crois, successivement. Tout à fait. 2004 et 2008. En sortant même, si mes souvenirs sont bons, d'une maternité. Ah oui, jusqu'à présent d'ailleurs, son record n'a pas encore été battu. Exact. En saut. Donc, triple saut. Donc là, on est obligé, vu notre organisation, vu notre préparation, de se remettre aux exploits individuels des surdoués dont le Cameroun a seul le génie d'en fabriquer. Très bien. Espoir des surdoués dont le Cameroun a le génie d'en fabriquer. Noué, on va rapidement sortir de la question en se demandant maintenant, alors beaucoup de milliards, ou alors beaucoup de millions, disons-le ainsi, on parle de plus d'1 milliard de francs CFA, et plusieurs autres millions qui ont été mobilisés, n'est-ce pas, pour la team Cameroun olympique. La question, elle est là. Devrait-on véritablement continuer à participer à cette compétition, si tant est vrai qu'au départ, on n'arrive pas à bien se préparer et qu'à l'arrivée, la délégation est souvent, n'est-ce pas, on va dire, peut-être pas folklorique, mais pleine d'autres personnes qui n'ont véritablement rien à voir avec la compétition. Et au finish, on s'en sort toujours avec le Cameroun médailles pratiquement. Devrait-on continuer à participer à cette compétition? Non, alors, je crois que Pierre a si bien brossé le tableau. Déjà, c'est une compétition internationale où il y a plusieurs enjeux. Il y a aussi l'enjeu culturel, il y a le tourisme aussi qu'on met en avant. Il y a aussi l'effet diplomatique qui est derrière. Ça se fait connaître le pays. Vous voyez par exemple, le Cameroun a gagné dans les réseaux sociaux ce qu'on a appelé la tenue la plus brillante. C'est quelque chose. C'est une fierté. Non, c'est une fierté. Maintenant, au-delà, sachez-le aussi, Michel Ateba, malheureusement, on parle de l'organisation, mais derrière, ces athlètes ont besoin de ce type de compétition pour se confronter quand même aux meilleurs et eux-mêmes pour en devenir peut-être des champions demain. Quand je dis malheureusement, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Vous verrez chez nous, ceux qui étaient en 2012 à Londres ne sont pas ceux qui sont en 2016 à Rio. Et ceux qui étaient en 2012, comment est-ce que leur fin de carrière a été gérée, ou du moins leur carrière sur ces 4 ans, pour que ceux-là ne puissent plus se qualifier? Est-ce qu'ils étaient trop vieux? Est-ce que c'est le casting, comme Bertrand le disait tout à l'heure? Quel est le casting qui est fait avant, pendant et après les Jeux? Donc je crois qu'aujourd'hui, on pourra même donner 100 milliards de francs CFA tant qu'on n'a pas des athlètes bien préparés, tant qu'on n'a pas une bonne organisation, tant qu'on n'a pas une politique même sportive qui prône ce type de professionnalisme tout autre. Parce que le professionnalisme, c'est un état d'esprit. Et quand on n'a pas cet état d'esprit, ça ne servira à rien. D'accord. Très bien. Pierre Laurent? Oui, ben, je pense que, comme on dit les autres panélistes, Noé et Bertrand, il est impossible à ce niveau de gagner si on n'a pas une politique sportive. Ouais. Et malheureusement, nous n'en avons peut-être pas. Donc je crois que c'est... Qu'est-ce qui peut donc expliquer les raisons? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous n'ayons pas une politique sportive? Devrait-on aller dans les plus grandes écoles de management en Europe, en Occident, pour avoir une politique sportive dans un pays? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une politique sportive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut poser la question aux autorités. Il faut poser la question aux autorités, tout simplement. Simplement. Et moi, je crois que... D'accord. Moi, je crois que, oui, si vous permettez, je crois que le Comité national olympique devrait commencer très tôt à travailler avec les fédérations, parce que le comité olympique n'a pas ses athlètes, ce sont les athlètes des fédérations qui sont affiliées. Donc, il faut pouvoir les mettre, les meilleurs, dans des conditions idoines pour travailler. D'accord. Alors, on sort de la question rapidement avec vous, Bertrand. Donc, devrait-on vraiment continuer avec cette compétition? On devrait toujours continuer à honorer Pierre de Coubertin, qui disait que l'essentiel est de participer. Entre-temps, les autres gagnent, c'est ça? Non, moi, je vous ai toujours dit, Michel, que moi, je ne suis pas d'accord que le Cameroun ne soit pas présent dans un front sportif, parce que je sais que mon pays a des sportifs, mon pays est bourré de talents. Et juste ce qu'il faut, c'est comme je vous ai expliqué, c'est avoir une bonne politique sportive, d'abord à partir des fédérations et aussi à partir du comité olympique. Le comité olympique a des facilités pour trouver
des stages de haut niveau, ou bien des stages dans des endroits idoines aux sportifs qui doivent représenter le Cameroun. Ils ont des moyens. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Il faut juste arranger comment est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les performances de nos sportifs et avoir une bonne participation lors des Jeux Olympiques, c'est tout. Voilà, je crois que cela est donc dit. On va mettre donc un rideau sur cette thématique en espérant qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il devait être dit. Sur les Jeux Olympiques, on va juste rappeler que les États-Unis sont donc premier mondial suivi de la Chine, suivi, n'est-ce pas, de l'Angleterre. La Chine est classée troisième en Afrique, l'Afrique du Sud, le Kenya. Bien évidemment, l'Afrique du Sud, autant pour moi, le Kenya et l'Éthiopie sont dans les trois meilleures africaines, je vous le disais. Le Cameroun est donc non classé. On va à présent parler du mercato, mais avant le mercato, je vous propose de regarder cet élément qui revient sur les 16e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Les clubs qui ont réussi donc à quitter l'étape des 16e de finale en rappelant que le tirage au sort des 8e se tient ce jour du côté de Yaoundé. On espère qu'avant la fin de l'émission, vous pourrez, n'est-ce pas, vous donner les combinaisons des 16e de finale. On revient d'abord sur les 8e, sur les 16e de finale, autant pour moi, en son et en image. Juste après, nous parlons mercato avec nos invités en plateau. Avec 6 trophées, l'Union sportive de Douala est tombée au stade municipal de Lom, devant un néophyte de la compétition, Léon Blessé de Foutouni. Les Nassara Gamakai, qui ont déjà presque perdu aussi le championnat, voient ainsi le rêve de caresser Dame Coupe s'envoler. Dans la même liste, le Racing de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest, a plutôt été impuissant devant Coton FC de Garoua, grand favori désormais, à Ezeka, devant Apégès de Fou. Les As, paradoxalement, n'ont pas brillé. L'équipe de la capitale économique, plusieurs fois finaliste malheureuse de cette compétition, est tombée devant une formation de Apégès de Fou qui en voulait plus. Dans le même registre des victoires et de qualifications pour les quarts de finale, citons aussi la Panthère sportive du Ndé, Bamoutos de Mbouda, UMR de Lom, Canon de Yaoundé, Dragon de Yaoundé, Charité de Djebem, FC de Yaoundé, Talent d'Afrique, International Sporting Club de Douala, Espoir de Malmayo, tous des équipes de division régionale, et Colombe de Samblima sont aussi passés. L'Aigle Royal de la Ménoire affronte Fondation Tafi de Yaoundé et New Star est opposé à Soleil de Malmayo. Deux duels encore attendus. Voilà la Coupe du Cameroun comme elle va. Alors nous vous le disions, les combinaisons justement des huitièmes sont donc tombées. Charité de Djebem va affronter FC Yaoundé 2, Espoir de Balmayo contre Dragon de Yaoundé. La Colombe sera face à Lyon Blessé de Foutouri, International Sporting Club de Douala contre Talent d'Afrique, Aigle New Star. C'est pratiquement un clash des clubs de Ligue 1. Coton UMS, un deuxième clash. Bamboutos Canon, un troisième clash. Et enfin le quatrième et dernier clash, la Panthère Sportive du Ndé qui va affronter APGS de Fou. Alors, on parle mercato à présent, chers invités, avec bien sûr un spécialiste de la question vraiment sur le plateau, Pierre-Laurent Tamo. Le mercato, c'est une période qui permet, n'est-ce pas, de transférer les joueurs. Les championnats européens ont débuté. Déjà, avec vous, est-ce qu'on peut faire un petit point de manière globale sur comment est-ce que vous avez vécu cette période-là du côté de l'Occident? Je veux parler des championnats, des principaux championnats européens. Quelle est l'appréciation que vous faites du mercato qui continue encore de ce côté? Voilà. Tout à fait. On va dire, Michel, que le mercato cette année a déjà fait tomber un record, le record du transfert le plus élevé, qui a été décroché par Paul Pogba pour son retour à Manchester United, où il avait quitté pour presque rien, et il revient pour 110 millions d'euros de transfert, jamais égalé jusque-là. Il a battu les records de Cristiano Ronaldo, de Zinedine Zidane, de Gareth Bale, etc. Donc, ça, c'est la toute première information. Et pourtant, ce qui m'inquiète là-dessus, c'est que quand on a vu l'Euro de Paul Pogba, on n'a pas vu un vieux extraordinaire. Il avait été présenté au début comme celui qui devait mener la France jusqu'au sacre final. Il a certes traversé la compétition avec un peu de génie, mais aussi beaucoup d'ombre sur son parcours. Et au final, pour l'instant, ironie du sport, il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans le foot. Il est celui qui détient, qui bat le record des transferts.
D'accord. Alors, on va peut-être aller en Turquie avant de retrouver Noué. Justement, l'argumentaire de Pierre-Laurent Tamo nous intéresse véritablement. Paul Pogba, autant pour moi, qui ne fait pas une bonne Coupe d'Europe, mais qui a le record dans le transfert, 110 millions d'euros. Alors, Bertrand, vous qui êtes également spécialiste de la question, qu'est-ce qui peut véritablement expliquer que Paul Pogba, qui n'a pas eu une saison, non, qui n'a pas eu une compétition aussi tonitruante, puisse avoir quand même la balance la plus intéressante en termes, n'est-ce pas, de transfert? Oui, ce qui se passe dans le mercato, c'est comme le disait mon collègue là, c'est la période de transfert. Et pour un transfert, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Ce n'est pas exclusivement le match que vous jouez, que vous avez fait un bon match, et c'est là où vous devez signer le plus gros contrat. Vous faites allusion au transfert de Pogba. Pogba, c'est un jeune joueur qui est suivi depuis. Et depuis qu'il est sorti de Manchester United, là où il est venu, il a fait une très bonne saison avec des très bonnes saisons avec des très belles performances avec la Juve. Il est très bien suivi. C'est un joueur qui a été meilleur joueur d'une Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a du potentiel. On a estimé que c'est quelqu'un qui sera un futur ballon d'or. Il était quand même dans le 11 mondial l'année passée. Donc, c'est quelqu'un qui a été suivi. Le mercato ou bien le chiffre ne vient justement pas d'une compétition majeure que vous jouez, ça vient de beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, c'est pour cela peut-être qu'il a été évalué à ce prix, et qui peut-être vous pouvez croire qu'il est faramineux, mais c'est un prix normal dans la mesure où il pourra peut-être produire des résultats et produire surtout les gains au club qu'il a pris à ses prix. Donc, moi, je me dis que c'est quelqu'un qui a mérité, il a beaucoup travaillé pour arriver à ce sommet et il a mérité ses prix. Le prix ne veut pas dire que ça doit être le ballon d'or, mais juste que c'est beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte pour l'achat de Pogba, pour son transfert de la Juve maintenant pour Manchester United. Voilà. Alors, Noé, on se rend bien compte avec, n'est-ce pas, Pierre et Bertrand, donc, qu'en dehors justement de ce qu'on peut donner sur le terrain, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Par exemple, le cas de Paul Pogba, Pierre l'a si bien relevé et Bertrand le complète. Alors, pour vous, vous qui avez également souvent la chance, n'est-ce pas, de traiter avec les clubs en tant que journaliste, c'est vrai, c'est très bien que les journalistes jouent également un très grand rôle dans les transferts. Alors, pour vous, le mercato, en dehors, n'est-ce pas, de ce que les deux précédents ont dit, qu'est-ce qui peut véritablement entrer en compte pour qu'un joueur ait, n'est-ce pas, une cote de popularité de telle enseigne qui puisse signer un contrat aussi mirobolant que celui de Paul Pogba, par exemple? Non, je ne vais pas m'inscrire en marge de ce qu'ils ont dit. Je vais plutôt ajouter de l'eau dans leur moulin. Tout à fait. En parlant, en fait, c'est ce que Bertrand voulait dire. Il voulait parler d'un retour sur investissement qui devrait se faire normalement avec ce qu'on appelle le merchandising. Ce qui veut dire que le marketing de l'image du joueur qui est probablement ce qui rapporte le plus au club. Parce que vous savez, un joueur de la trempe de Paul Pogba est à mesure de vendre des millions et des millions de maillots, simplement pour le club. Et je pense que Pierre-Laurent Tamo, qui est un autre financier, c'est de quoi je parle. Donc, sachez que il est probable pour qu'un joueur comme Pogba, que Manchester revienne, ait en fait la possibilité d'avoir un retour sur investissement en moins de 6 mois. Et ce qui est très probable pour eux, simplement en vendant tout ce qu'on appelle, en fait, comme je l'ai dit, tout ce qui est tout lié tout autour de l'image du joueur. Donc, il y a cela aussi qui rentre en ligne de compte. Maintenant, Bertrand a parlé aussi de quelque chose. L'âge du joueur compte aussi énormément. 23 ans. Oui, parce on a la possibilité de se projeter Champion dans 3, 4, 5 ans. Champion. Non, non, non. Au-delà du CV, on connaît déjà sa formation. Il revient à la maison, donc ce n'est pas un inconnu, on sait pourquoi on le prend. Mais je dis tantôt qu'il a donné des bons résultats d'ailleurs, parce qu'il y a ceux qui partent, mais qu'on ne retrouve plus. Lui, par contre, il a donné de très bons résultats. Il a encore une perspective dans ce qu'on peut appeler, il peut encore s'améliorer mieux qu'il ne l'est déjà. Donc, pour le club, c'est un joueur d'avenir, parce qu'il peut encore jouer
10 voire 15 ans. Or, le club sait que sur les 3 ans à venir, ils peuvent compter sur le jeu. Je vous jure, le retour sur investissement sera gros. D'accord. Pierre-Laurent Tamou, vous qui êtes, je rappelle tout modestement que vous êtes également expert comptable. Alors, je vous ai vu un peu hiquer de la tête. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Bertrand a dit, puisque vous dites que pour vous, vous n'avez pas très bien compris pourquoi est-ce que Paul Pogba a le transfert le plus mirobolant, alors qu'on essaie un peu d'expliquer du côté de Bertrand et même Noué. Alors, on peut donc s'en rendre finalement compte que c'est pas seulement peut-être la compétition proprement dite qui peut vendre un joueur. Noué l'a dit, Bertrand l'a dit. Pour le cas Pogba, on va rester là-dessus. Pour vous, qu'est-ce qui aurait, à votre niveau, fallu pour que Paul Pogba, par exemple, puisse bénéficier de ce montant, en un mot? Ben, non, d'emblée, je ne m'inscris pas en faux contre ce qu'a dit Bertrand. Non, pas du tout. Je crois qu'il a développé des arguments logiques qui ont cours dans le milieu du foot professionnel. Les vieurs sont suivis. Donc, et quand on fait le suivi, on évalue. Et surtout, je pense que si j'ai un peu tiqué, c'est parce que Pogba n'a pas été à l'Euro ce qu'on attendait de lui. Ils ont dit pourquoi. Et il a même, par moment, tué le banc de touche à un moment donné de la compétition de la France. Donc, pour quelqu'un qui était annoncé comme celui qui devait mener la France vers la victoire finale, on n'a pas vu ça à l'arrivée. Mais ça ne remet pas en cause son talent. Non, pas du tout. Exact. Mais par contre, ce que je peux peut-être rajouter à l'argument de Bertrand, c'est que il était le choix numéro 1 de Mourinho. Avant même la Coupe du Monde. Avant même la Coupe du Monde. Mourinho l'avait déjà inscrit sur une tablette. Voilà. Et c'est passé justement, il a une palette technique qui permet d'évoluer sur plusieurs positions et de rentrer dans plusieurs schémas et de pouvoir se projeter à l'avant quand il le faut. Là, vous parlez comme l'entraîneur. Donc ce qui est un élément pour justifier ce transfert. Jusqu'à présent, ceux qui ont coûté cher en termes de transfert ont été jusqu'ici des attaquants. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, etc. Gareth Bale. Mais Pogba, lui, n'est pas attaquant. Martial même. Martial, également, oui. Martial, sauf que dans le cas de Martial, c'était un peu ambigu. Le contrat de Martial de 80 millions d'euros intégrait un bonus de 30 millions d'euros. C'est-à-dire que le transfert en lui-même n'était que de 50 millions d'euros, ce qui est déjà une somme assez remarquable. Les 30 millions d'euros étaient un bonus qui n'allait être payé à Monaco que si 3 conditions étaient réunies. Les premiers 10 millions, si Martial voulait un nombre important, était utilisé à Manchester. Je crois que ça, c'est indiscutable. Les deuxièmes, s'il était sélectionné en équipe de France pour le match, ça a été. Même si Payet l'a mis sur le banc de touche lors de la phase finale. Oui. Et les derniers 10 millions que Monaco aura du mal à encaisser, c'est s'il devenait ballon d'or. Là, c'est un peu plus compliqué. Très bien, très bien. Alors, Noué, avant de retrouver Bertrand, donc, Noué, sauf que là, c'est bien de l'expliquer tel que vous l'expliquez en plateau en tant qu'expert, mais au cours de cette période, il y a également, on va dire, des joueurs sur lesquels on peut peut-être espérer avoir, n'est-ce pas, des gros transferts, mais à l'arrivée, on ne les voit véritablement pas. Cela nous amène à nous poser la question, qui est-ce qui est dans le processus du transfert des joueurs? Non, je crois que tout bêtement, on est passé d'agent à intermédiaire. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde, c'est le cousin, c'est le frère, c'est le journaliste, et les coachs eux-mêmes s'y sont mis. Donc, les présidents de club, c'est une procédure tellement ambiguë où on trouve tellement d'intermédiaires. Et c'est pourquoi parfois, quand vous avez même des prix exorbitants, c'est parce qu'il y a trop de rétrocommissions derrière. Donc, il faut contenter tout ce beau monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Il faudrait peut-être cibler un joueur bien précis et que de là, qu'on puisse discuter effectivement de qui gère son image. Et vous savez que derrière, bon, en parlant d'image, aujourd'hui, on a des agents qui sont là pour qu'ils assurent, disons, la carrière du joueur. Tout à côté, on a quelqu'un qui s'occupe de l'image, on a quelqu'un d'autre qui s'occupe du marketing. Il y a tellement du monde tout autour des vrais joueurs professionnels, pas les nôtres au Cameroun, parce que là, c'est autre chose. On va en parler tout à l'heure. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu assez ouvert. Le processus est devenu assez ouvert. Mais c'est à celui qui a le plus de contacts, qui a le plus d'entrées,
qui arrivent à avoir des gros contrats. D'accord. Vous savez qui est derrière Pogba, donc personne n'est étonné qu'il ait ce type de contrat aussi. D'accord. Très bien. Bertrand, donc, le processus, qui est-ce qui entre vraiment dans le schéma? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des joueurs, malgré, n'est-ce pas, on va dire quoi, leur très bonne saison, ne réussissent pas à avoir le jackpot, comme Paul Pogba, par exemple. Cela nous amène à nous poser qui est-ce qui est dans le schéma, n'est-ce pas, de ce processus entre le joueur et les clubs, en dehors de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Oui, c'est une très bonne question. Ce qui se trouve entre le joueur et les clubs, c'est des intermédiaires, c'est des agents, c'est des managers qui sont là pour proposer leurs produits, qui sont des joueurs. Donc, c'est quelqu'un qui a ses contacts, qui a ses entrées quelque part, qui sait que je peux appeler Michel pour lui dire que voilà un petit qui est très bon, et puis maintenant, on lui donne sa chance. Donc, c'est beaucoup de choses et c'est des sociétés en fait qui investissent, qui sont là pour essayer de gérer la carrière de quelqu'un qui est très bien. Comme vous avez dit, il y a d'autres joueurs qui font de très bonnes saisons. Mais le football ne se limite pas à une saison. Il faut faire la preuve pendant 2, 3 ou 4 saisons avant de voir comment est-ce que ton prix va évoluer dans le marché. Puisqu'il y a des joueurs, on a vu, on va peut-être prendre les joueurs de chez nous. Vous avez vu Clinton qui était déjà à 17 millions, mais il est arrivé, il n'a pas fait une très bonne saison. Ça veut dire que si un club arrivait à le prendre actuellement, vous allez voir comment il va chuter, sa plus-value va chuter dans le marché. Donc il faut être, disons, constant pendant 3 ou 4 saisons avant de voir comment est-ce que ton prix va grimper. On a vu des grands joueurs comme Falcao qui, au lieu que le prix monte, le prix a baissé à cause de ses mauvaises performances. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais derrière les joueurs, c'est des sociétés et c'est des gens qui ont des contacts et c'est des gens qui savent quelle porte frapper pour amener qui. D'accord. Pierre-Laurent Tambo, un joueur, c'est toute une société, c'est pratiquement une entreprise. C'est vrai que c'est des synonymes, mais un joueur, c'est pratiquement un tout. Et à la fin, on a le cas, par exemple, de Pogba qui réussit à prendre le jackpot parce que derrière lui, il y a toute une grosse machine. Absolument, absolument, Michel. J'aimerais aussi, peut-être en complément de ce qu'a dit Bertrand, signaler que lors d'un mercato, l'intermédiaire ou l'agent de vue est le maillon, à mon avis, essentiel. C'est lui qui fait basculer la décision d'un camp comme dans l'autre. Et avec votre permission, je vais revenir un peu sur le rôle d'un intermédiaire qui peut intervenir côté club ou côté vieux. Parce que le mercato, c'est un marché où il faut un acheteur et un vendeur. Donc, c'est deux clubs qui se vendent, un vend son vieux, l'autre club le rachète. Et dans le cadre d'un processus d'achat, on a besoin d'informations. Par exemple, l'équipe ou le club qui achète un vieux, il aimerait avoir beaucoup plus d'informations sur le produit qu'il est en train d'acheter. Quelle est sa moralité? Quelle est sa capacité à s'intégrer dans les effectifs? Est-ce qu'il ne va pas mettre le feu au vestiaire? Quel sera son impact sur ses camarades? Ça, son talent individuel ne permet pas de voir. On fait donc appel à un agent qui le connaît bien et qui donne toutes ces informations. De l'autre côté, le vieux qui est sollicité par un autre club, il ne sait pas, il fait un saut dans l'inconnu. Il a également besoin d'un agent pour lui donner les informations sur le club acheteur. Est-ce que ses finances sont saines? Est-ce que le salaire qu'on promet sera régulièrement versé à temps? Est-ce que le style de management est intéressant? Quelles sont les habitudes des entraîneurs? N'oublions quand même pas que si l'entraîneur vous prend en grippe, votre cost il baisse totalement. Donc vous voyez, ça fait que l'agent ou l'intermédiaire, comme on les appelle aujourd'hui, reste un maillon, à mon avis, essentiel. Les autres qui gravitent autour, c'est comme dans toute chose, plutôt des petits parasites. Mais c'est l'agent, c'est l'intermédiaire, l'agent des vieux qui, à mon avis, est le maillon essentiel dans le cadre d'un transfert, dans le cadre du mercato. Donc c'est déjà cette petite précision
que je voulais apporter. Et pour répondre à Bertrand qui parlait de Jay Clinton, naturellement, il était parti pour Tottenham pour 17 millions, qui incluait 3 millions de bonus. Donc la valeur marchande était davantage 14. Maintenant, Marseille, qui l'a voulu dans le cadre d'un échange avec un autre Camerounais, Koudou, n'a proposé, estimé que sa valeur était à 7 millions d'euros. Donc, qu'il a déjà perdu plus de la moitié, qui s'explique par des blessures, par le fait qu'il a vu très peu de matchs, etc., etc. Très bien. Alors, Noé, sauf que c'est bien expliqué ainsi, mais si il faut peut-être, on va dire, adapter le concept de mercato aux réalités africaines, aux réalités camerounaises, on est loin, très loin, n'est-ce pas, de dire quelque chose de positif, puisque les joueurs africains, notamment les joueurs camerounais, pour être transférés en Europe, sont obligés de passer par des tests, et là, ça pose un problème. Qu'est-ce qui peut bien expliquer, justement, qu'un joueur camerounais, pour la plupart, je précise, pour aller jouer, n'est-ce pas, en Europe, même dans les pays d'Afrique du Nord, sont obligés de passer par des tests. Parfois, ces tests ne sont pas concluants. Devrait-on encore à ce niveau parler de mercato? Une seule chose, le professionnalisme. Tant que le championnat n'est pas professionnel, on en arrivera toujours. Ah ben nous, le nôtre est professionnel. Hein. On ne décrète pas le professionnalisme, Michel Ateba. Je pense que, comment je le dirais, Pierre vient de faire un cours magistral maintenant sur, sur le mercato. C'est ainsi. Ouais. Parce que quand vous êtes approché par un dirigeant de club à l'extérieur, il vous pose ces questions. Vous jouez où? Sur quel stade? Dans quelles conditions? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi, à une époque, il n'y a que Coton Sport de Garoua qui réussissait à faire signer directement ses joueurs. Mais même Coton aujourd'hui a du mal, donc vous comprenez. Et parce que les autres ont des dingues sur Coton. Donc je crois qu'aujourd'hui ce n'est que ça. Donc ne soyez pas surpris. C'est même encore une chance, parce que je vous le disais en off, que pour qu'un joueur camerounais signe, que ce soit même en Tunisie, il est obligé d'aller faire des tests. Pourquoi? Parce que ils n'ont même pas de vidéo. Donc on ne les a jamais vus jouer. On ne peut pas faire signer. Un directeur sportif ne peut pas prendre sur lui. Donc, même de payer même le billet d'avion, ce qui est souvent difficile, il est obligé d'envoyer une invitation, c'est à la limite. Et il est obligé de dire, je veux voir le joueur 2 ou 3 jours. Et dans